Bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de proba consacrée aux variables aléatoires réelles sur un univers fini. En deuxième année, on regardera ce qu'on appelle les variables aléatoires discrètes sur un univers quelconque, dénombrable. Cette année, on se contente donc de travailler sur des univers finis, exactement comme dans le chapitre sur les probas qu'on a vu il y a quelques semaines. Alors, deux petits mots là-dessus. Les variables aléatoires sont des objets qui ont été rapidement introduits en proba pour résoudre les problèmes associés à des études de gains statistiques. Donc, en lien en particulier avec tout ce qui est les probabilités stochastiques. Les méthodes stochastiques sont les méthodes d'optimisation des réussites lorsque vous jouez à des jeux de hasard, donc des jeux de poker, dans les casinos. Il y a des gens, il y a des mathématiciens qui ont essayé de mettre en place des théories probabilistes, Kolmogorov, etc., pour essayer de faire en sorte que quand vous allez au casino, vous allez gagner. Alors en fait, évidemment, ce n'est pas vous qui décidez de la loi, c'est celui qui construit la machine. Donc si le gars qui a construit la machine, c'est un bon matheux, eh bien, vous pourrez faire toutes les théories du monde, vous démontrerez juste qu'il vous est impossible de gagner. Bon, pour démontrer tout ce genre de choses, eh bien, on va avoir besoin des variables aléatoires. Les variables aléatoires, ce n'est pas grand-chose, hein, c'est juste des fonctions qui vont nous permettre d'avoir des notations qui vont être plus faciles à utiliser en proba. Et ce sont des variables aléatoires réelles parce qu'elles renvoient un réel. Et ce réel, souvent, c'est un compteur. Alors un compteur d'euros, un compteur tout court, un compteur informatique, qui permet de compter le nombre de fois qu'on va gagner ou combien on va gagner. Voilà. Donc c'est juste pour ça qu'on a inventé les variables aléatoires. Donc ce cours, comment est-ce qu'il se présente? Donc d'abord, on va présenter la notion de variable aléatoire. Donc une variable aléatoire, comme on va le voir, c'est juste une application qui agit sur un univers oméga, l'univers d'une épreuve aléatoire, hein, un univers probabilisé, muni donc de l'ensemble des événements ici, des issues, et muni d'une loi, d'une probabilité. Eh bien, grand X, c'est une application qui agit sur les issues et qui renvoie un réel. Donc à chaque issue, vous renvoyez une image réelle, un gain, etc., etc. Ce X de oméga, l'ensemble image, donc de grand X, s'appelle l'univers image. Dans ce chapitre, l'univers image sera toujours fini. Donc ici, je dis qu'il est de cardinal petit n. Ok? Exactement comme dans le chapitre de proba, pour ceux qui ont suivi le précédent cours, c'est exactement la même situation. Donc on va se rappuyer exactement sur les mêmes compétences, on va juste aller un petit peu plus loin. Alors, comme je vous l'ai dit, les variables aléatoires ont un avantage, surtout pour l'instant en tout cas, en termes de notation. C'est-à-dire que si vous voulez regarder l'ensemble de toutes les issues de l'univers qui réalisent un gain de xi, je dis gain, hein, vous comprenez, hein, ça peut être un compteur, mais un gain, c'est clair que c'est un nombre. Donc, si vous voulez trouver toutes les issues qui réalisent un gain de xi, eh bien, vous devez définir cet ensemble. Eh bien, pour l'écrire plus vite, on écrit ça. Quand vous voyez écrit grand X égale xi, vous compreniez l'ensemble de tous les événements qui réalisent xi, dont l'image par grand X est xi. Idem si on met un strictement plus petit, et de manière générale, idem si on met un appartient. Donc c'est une notation que vous avez vue en terminale, ça. Une fois qu'on a défini la notion de variable aléatoire, c'est donc juste une application, eh bien, on définit la notion de loi de probabilité. Donc une loi de probabilité, c'est quoi? Eh bien, c'est une probabilité, et je rappelle qu'une probabilité, c'est une application qui agit sur un univers qui renvoie un nombre entre 0 et 1, et qui envoie, est telle que l'image de l'univers, c'est 1, la proba de l'univers, c'est 1, et que la proba d'une réunion disjointe, c'est la somme des probas. Alors ça, c'est la définition d'une probabilité théorique. Je vais expliquer pourquoi, justement, on parle de théorie, hein, parce que c'est fondamental hein, dans ces chapitres-là. Pourquoi est-ce qu'on peut faire des probas en maths? Pourquoi les probas, c'est un chapitre de maths, c'est pas un chapitre à part? Ça pourrait vraiment être vu comme un chapitre à part. Hein. La raison, c'est que tout le problème des probas, et on l'a vu dans les exos qu'on a corrigés hier avec les pétassiens, tout le problème des probas, c'est qu'elles sont censées travailler sur des épreuves qui sont réelles, donc des épreuves qui sont pragmatiques, que vous pouvez produire dans le monde réel. Mais le problème, c'est que toute épreuve produite dans le monde réel n'est pas parfaite. Il y a toujours un biais. Il y a un biais cognitif, il y a un biais statistique, il y a un biais purement événementiel.
Quand vous lancez une pièce, vous savez qu'il peut y avoir du vent, il y a plein de choses comme ça. Donc, tout le problème, il est qu'on a voulu définir une théorie qui s'affranchit de ces biais. Et pour ça, on a voulu mettre en place des lois qui sont théoriques. C'est exactement, vous pourrez en parler avec votre prof de français, votre prof de philo, mais c'est en gros un conflit entre le subjectif et l'objectif. Dans la théorie probabiliste, vous avez de l'objectivité, et dans la théorie statistique, qui est la théorie des jeux, en fait, où on joue vraiment dans le monde réel, on est dans un monde subjectif. Et dans un monde subjectif, on a beaucoup d'intuitions qui sont fausses. On a l'impression qu'on n'a pas de chance, vous voyez. Ah, j'ai pas eu de chance ce soir, j'ai joué au dé, je suis jamais tombé sur 6. Vous savez, c'est comme les gens qui sont dépressifs et qui dans la rue ne voient que les feux rouges. Vous en connaissez peut-être. Alors le soir, ils vous disent, c'est pas possible. Franchement, j'ai eu tous les feux rouges. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas vu les feux verts. Donc tout ça, le problème de tout ça, c'est qu'en fait, on a une théorie une théorie mathématique qui est là pour pallier la subjectivité des individus. Pourquoi je vous raconte ça ici? Parce que pour vous, une proba, c'est quoi? Pour vous, une proba, c'est un objet qui est réel, qui est entre 0 et 1, qui quantifie le risque ou la chance de réussir. Mais ça, c'est subjectif, le risque et la chance. Pour rendre la chose objective, on a dû définir une proba de manière mathématique. Et c'est pour ça que les probas, si un jour vous faites des maths à un haut niveau, vous allez voir que les probas, c'est plus du tout des sujets qui s'occupent des lancers de pièces et de lancers de boules. On s'en fout complètement après. Les probas, ça devient une théorie abstraite d'analyse. Ça s'appelle la théorie de la mesure. Mesurer quoi? Mesurer un risque, d'accord, mais mesurer surtout par une intégrale, mesurer par une somme, mesurer par une densité de probabilité. Voilà. Donc moi, j'ai fait des probas personnellement. Quand j'étais en terminale, on faisait très peu de probas. En fait, j'ai redécouvert les probas en bac plus 3, bac plus 4. Et je peux vous dire qu'en bac plus 3, bac plus 4, on fait des probas. Vous ne faites plus des lancers de boules. Vous ne faites que de l'analyse. Et on vous dit des choses, des mots qui résonnent comme des problèmes de proba. Mais en fait, vous ne faites plus jamais proba statistique, empirique. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire que une loi de probabilité, c'est une loi abstraite. Et c'est quoi? Eh bien, elle s'appuie sur la définition d'une probabilité. On pourrait démontrer, mais on ne le fera pas, que l'application qui a un réel appartenant à l'ensemble image de grand X associe sa probabilité, eh bien, c'est une probabilité définie sur l'ensemble image. Cette loi de probabilité, vous savez qu'on va en faire beaucoup tout à l'heure. On la résume en général dans un petit tableau où on met en première ligne l'ensemble des valeurs possibles de la variable et en deuxième ligne au-dessous, on met la proba afférente à la réalisation de cette valeur. Voilà, on va voir tout à l'heure que la famille des x égale xi est un système complet d'événements de l'univers. Et on va aussi voir, mais là c'est incomplet, qu'on peut simplifier ces formules-là pour calculer des probabilités par la notion de fonction de répartition. La notion de fonction de répartition, vous la verrez en deuxième année, mais je vais un petit peu en parler tout à l'heure. Alors ensuite, pour continuer, l'espérance et la variance d'une variable aléatoire. Donc, on en est où là? On en est qu'on a défini un objet qui nous donne une loi de gain. Donc on sait la probabilité de gagner tant d'euros, tant d'euros, tant d'euros, tant d'euros. Et en fait, ce qui nous intéresserait, c'est de savoir si on joue un grand nombre de fois, en moyenne, combien on va gagner. Eh bien, c'est ce que dit l'espérance. Et le mot espérance a été bien choisi, évidemment, parce que c'est l'espoir du gain. On aurait pu dire risque, mais on dit espérance parce qu'on est positif. Vous voyez. Si on ne veut pas avoir de biais subjectif, on dit moyenne. Moyenne arithmétique. C'est quoi l'espérance d'une variable aléatoire? C'est la moyenne des gains. Qu'est-ce que je fais? Je pondère mon gain ici, c'est mon gain. Et je le pondère par un nombre entre 0 et 1. Un nombre entre 0 et 1, c'est un pourcentage en fait. Donc si vous dites j'ai 12% de chance de gagner 10 euros, vous faites 10 euros fois 12%. C'est ce que vous faites là. Et vous faites la moyenne de tous ces nombres-là. Ça va vous donner l'espérance globale. Vous n'avez pas besoin de diviser par le nombre total. Le nombre total, c'est 1. Quand vous faites une moyenne arithmétique, vous divisez par le nombre total de notes à la fin. Ici, le nombre total de notes, c'est 1. Parce qu'en fait, on a tout ramené à 1. On travaille dans un univers de proba. Lorsque l'espérance est nulle, on dit que la variable est centrée. Donc, effectivement, centrée, ça veut dire que vous avez autant de chances de perdre que de gagner. Alors, attention, quand on dit ça, c'est subjectif aussi. Parce que, en fait, vous savez que on vous avait expliqué ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage. Pour pouvoir dire qu'on a autant de chances que de gagner que de perdre, en fait, il faut avoir joué un immense nombre de fois pour qu'en moyenne, sur un grand nombre de répétitions de l'expérience, vous ayez 0 de gain.
Et évidemment, ça sera rarement 0. Ça sera toujours un petit peu plus ou un peu moins. Et ça va fluctuer de moins en moins, plus vous jouez. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va démontrer. Alors on va faire la démonstration à la fin de ce chapitre, ce qu'on appelle la loi faible des grands nombres. Et on peut la démontrer. Ensuite, on analysera les propriétés de l'espérance. En particulier, on dira que l'espérance est linéaire, ce qui est magnifique, parce qu'elle nous permettra de faire des calculs aisés. On analysera la formule de transfert. Je ne rentre pas dans les détails ici, on en parlera tout à l'heure. Et puis ensuite, on définira la variance et l'écart type, qui ne sont plus des indicateurs de position. La moyenne, c'est un indicateur de position, au même titre que la médiane. La variance et l'écart type, ce sont des indicateurs de dispersion. C'est-à-dire, on se pose la question de quel est en moyenne notre gain, ça c'est la moyenne, c'est l'espérance, mais est-ce que je risque beaucoup à jouer? Parce que gagner beaucoup avec peu de risques, ce n'est pas exactement la même chose que gagner beaucoup avec peu de risques. C'est exactement ce qui se passe en finance. Quand vous êtes en finance, vous voulez optimiser votre moyenne, vous voulez prendre une moyenne, une espérance maximale, mais une variance minimale. Parce que le risque, on n'aime pas trop. Hein. Voilà, donc ce sont les définitions, j'y reviendrai tout à l'heure. On a des formules après classiques de calcul de variance, ainsi que des propriétés algébriques de variance qui nous permettent donc nous permettront de faire des calculs abstraits sur les variances et sur les écarts types. Et comme vous le remarquez, la variance n'est pas linéaire, puisqu'on a mis des carrés un peu partout. Voilà. Donc voilà la présentation pour l'instant du cours que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui. On n'ira peut-être pas jusqu'à la variance. Et on va donc passer au cours par compétences pour rentrer plus en détail et que vous puissiez un petit peu écrire des choses. Alors, hop, là c'est parti. Donc chez nous, c'est le chapitre 19. Donc je vous laisse numéroter à votre gré. C'est le chapitre 19 ou c'est le chapitre… Alors si vous réorganisez vos cours à la fin de l'année, moi ce que j'avais fait en sup, en sup j'avais tout réorganisé. J'avais fait algèbre, analyse, géométrie, proba. Donc, si vous voulez désorganiser vos cours pour les remettre après dans des feuillets, n'hésitez pas. Ça, c'est le chapitre numéro 3, on va dire. Pour moi, c'est le chapitre numéro 3 de Proba. Parce que le chapitre numéro 1, c'était sur les ensembles applications, dénombrement. Chapitre numéro 2, c'était probabilité sur un univers discret. Chapitre numéro 3, variable aléatoire sur un univers fini. Ok. Alors, on écrit tous ensemble, et puis on fait des pauses au fur et à mesure pour que vous puissiez chercher les exos. Comme on fait d'habitude, maintenant vous êtes au courant. Donc, je rappelle que oméga, P de oméga, grand P, désigne un univers probabilisé fini. Je vous donne cette notation, que vous ne soyez pas perturbé dans un concours si ça commence comme ça. Je rappelle qu'au concours, il y a une épreuve de proba. Hein. Donc, en fait, ce triplet dit qu'en premier, vous donnez l'univers des issues. En deuxième, vous donnez les parties de l'univers. Donc, les parties de l'univers, ce sont les événements. Et grand P, c'est la proba qui est mise sur l'univers. Alors, la première chose, grand 1, qu'on va devoir savoir faire, c'est déterminer la loi d'une variable aléatoire réelle. Donc, je vous affiche ici la technique qui est hyper classique. Qu'est-ce qu'on attend de vous lorsque vous devez trouver une variable aléatoire directe, une loi de variable aléatoire? Eh bien, vous devez faire 3 choses. La première, vous devez modéliser l'univers. La deuxième, vous devez donner l'univers image. Et la troisième, vous devez donner l'ensemble des P de x égale k pour tout k dans x de mu. Donc, pour calculer P de x égale k, on a 3 méthodes. La première, c'est de trouver la loi par un dénombrement direct. C'est ce qu'on fait en premier. La deuxième, ça sera de passer par la fonction de répartition. Et la troisième, par une loi usuelle. Donc c'est à vous, je vous laisse faire l'exemple numéro 1. On lance une fois une pièce équilibrée et on va déterminer la loi qui compte le nombre de piles. Donc, correction de cet exercice. On a modélisé l'univers des issues comme un ensemble de n uplets constitués de piles ou faces, ce qui fait en tout 2 puissance n issues. L'univers image, c'est donc l'ensemble des piles, des nombres de piles possibles, c'est 0n. Et par équiprobabilité des issues, eh bien, on a cette formule bien connue, qui est en fait un cas particulier des lois binomiales, comme on va le revoir dans les prochaines séances.
K parmi n correspond donc ici au nombre de possibilités de bloquer simultanément K places parmi n places. Pourquoi c'est des blocages simultanés? Parce qu'en fait, on met K piles en même temps qui sont indiscernables. Dès que vous avez bloqué vos K places simultanément, eh bien, vous avez placé vos K piles. Et dans les autres trous, vous n'avez plus qu'un seul choix, c'est de mettre vos faces. Si maintenant on recommence avec la variable aléatoire n-x. Alors la variable aléatoire n-x, on a très bien vu que c'était le nombre de faces. Eh bien, on voit, il y a deux manières pour trouver la loi de y, ou par un dénombrement direct. Dans ce cas-là, on fait exactement le même calcul qu'avant, parce que le cardinal de x égale k, c'est pareil que le cardinal de y égale k. Ou bien, autre proposition, on dit que faire k face, ça correspond à faire n-k piles. Et donc, on obtient le même résultat qu'avant, d'après la propriété de symétrie du coefficient binomial. Donc, x et n-x suivent la même loi de probabilité. C'est la même loi. Donc, attention, petite remarque toute bête, mais deux variables aléatoires ayant une même loi ne sont pas forcément égales. Donc, il n'y a pas de bijectivité entre l'ensemble des variables aléatoires et l'ensemble des lois. D'accord ? Voilà. Alors, troisième exemple. Maintenant, on va faire des gains en euros pour un peu nous motiver. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se donne un entier entre 0 et n, on reprend le même jeu qu'avant, on lance toujours n pièces, et on dit que le gain algébrique est égal à 2k moins 10 euros si l'on fait K pile. Je vous demande de déterminer la loi de la variable aléatoire G1 comptant le gain en euros. Donc, correction de l'exercice, de la suite de l'exercice. On introduit donc la variable aléatoire G1 qui compte le gain en euros, le gain étant 2k moins 10 euros si on fait K pile. Donc, la relation entre G1 et X est évidente, l'univers image aussi, la probabilité, enfin la loi aussi, et la probabilité de perdre de l'argent, eh bien, s'indique ici. On vous dispense, pour passer de cette ligne-là, de cette relation-là à la suivante, on vous dispense souvent de détails, parce qu'il est bien connu que les événements x égale k et x égale k' pour k différent de k' sont deux à deux incompatibles. Donc, la probabilité de la réunion qui est ici, c'est une réunion ici, eh bien, c'est la somme des probas afférentes, les probas étant calculées dans l'exercice d'avant. J'ai donc montré sous Piso comment ça fonctionnait. Hop, voilà, vous avez l'exemple ici. Donc ici, si vous travaillez avec NumPy, ça c'est l'ensemble des images, l'ensemble images de X, et ça c'est l'ensemble images de G1. On voit bien effectivement que vous avez un gain uniquement, une perte uniquement pour les 5 premières valeurs de K. Ok, suite. De même, si maintenant le gain algébrique c'est plus 2K moins 10, mais c'est K carré moins 4K euros si on fait K pile. Et on note G2, la variable aléatoire comptant le gain. Trouvons sa loi. Donc, correction de l'exercice en question. Vous avez donc pour G2 ici cette relation-là. Et faites attention, parce qu'ici, pour K valant 0 et 4, vous avez deux gains nuls. Pour K entre valant 1 ou 3, vous avez deux gains nuls. Pour K égale 2, vous avez un gain minimal du fait de la forme de la parabole. Ce qui donne donc les relations qui sont ici, que je vous laisse vérifier. Pour l'exemple numéro 2, alors, un exemple un petit peu plus, abstrait qui quitte les pièces. On va revenir aux boules, puisque c'est une question qui a été posée tout à l'heure. Donc voilà la configuration. Vous avez une U qui contient grand N boules. Je prends toujours les mêmes notations. Hein. Grand N boules numérotées de 1 à grand N. Et on va prélever simultanément petit N boules. Et la question qui vous est posée, c'est d'analyser la loi d'une variable aléatoire un petit peu peut-être surprenante. C'est celle qui va retourner le plus petit des numéros de boules. Donc, on note x petit m, respectivement x grand M. La VAR qui retourne, le plus petit reste le plus grand, on va faire pareil avec le plus grand après, des numéros de boules tirés. Déterminer les lois de xm petit m et x grand M. Donc, correction de l'exercice. On cherche donc la loi de x grand M et x petit m. D'abord, on modélise l'univers comme l'ensemble des n combinaisons constituées d'éléments de l'urne. Donc, on a petit n parmi grand N pour le cardinal de l'univers. Et ensuite, par équipe probabilité des issues, on va pouvoir trouver la loi de x petit m et x grand M par un dénombrement. Voilà, je vous laisse contrôler. C'est des petits problèmes de dénombrement qui sont bien expliqués dans ces deux petits schémas. Donc, par exemple, pour le choix du maximum, ici, donc, pour que le maximum vaille k, il faut prendre le numéro k, un choix,
Et puis, il faut prendre n-1 boule parmi k-1 boule. Lesquelles? Eh bien, les k-1 qui lui sont strictement inférieurs à k. Donc, moralité, la probabilité que x grand M vaille k, c'est n-1 parmi k-1 divisé par n parmi grand N. De même pour le minimum avec une difficulté peut-être un petit peu plus importante sur la détermination de l'ensemble image. Des questions? On vous entend pas. Ok, donc pardon, il n'y avait plus le son, je le remets. Donc en fait, voilà les deux petits tableaux ici. Donc ici, vous avez la poignée des numéros minimaux. C'est-à-dire en fait, c'est les plus petits numéros qu'on puisse piocher. On ne peut pas faire moins. Donc on voit qu'ici, le petit n, c'est le maximum de cette poignée. Et on ne peut pas faire plus petit que ça, puisque les tirages sont simultanés. Donc ça, c'est le plus petit des max. Et ici, même dessin, je prends la poignée avec des numéros les plus grands possibles. Je ne peux pas faire moins que ça. Je ne peux pas faire plus que ça, pardon. Je ne peux pas faire plus que ça. Donc, dire que ici, c'est le minimum de cette poignée. Et bien, ce minimum, je ne peux pas le prendre plus grand. Donc, c'est le plus grand des minimums, d'où l'univers image de x grand M, x petit m. Ok, donc on enchaîne maintenant avec la deuxième compétence grand B qui permet de trouver la loi d'une variable aléatoire. Donc le grand A, c'est vraiment ce qu'on fait le plus souvent, c'est le dénombrement. Et le grand B, ça va être aussi du dénombrement, mais on va passer par un petit stratagème. Et vous allez voir sur un exemple, c'est bien pratique parfois. Alors en général, c'est guidé. Hein. Si on vous demande de passer par la fonction de répartition, c'est guidé. Donc, dans grand B, on va supposer que x est un compteur entier. D'ailleurs, ce qu'on a fait un peu avant, si vous regardez bien, tous les exemples que je vous ai donnés, c'était des compteurs entiers. Hein. Mais il se pourrait, a priori, qu'on ait des gains en euros qui soient à virgule. Alors, pour grand B, par contre, il faut être sûr que c'est un compteur entier. On va expliquer pourquoi. Donc, si x est un compteur entier, on peut trouver la loi par la fonction de répartition. Ce qu'on appelle la fonction de répartition, c'est la probabilité cumulée. C'est un cumul de probas. On note f grand x de petit k, la fonction qui à petit k donc associe la probabilité que la variable grand x vaille au maximum petit k. Donc c'est du cumul en fait, vous voyez. Au fur et à mesure, on cumule les probas. Donc la fonction f d'ailleurs, c'est une fonction croissante toujours, et c'est souvent une fonction par palier, croissante par palier, avec des discontinuités. Si k est un compteur entier, il y a des discontinuités. Donc vous verrez ça l'année prochaine, plus avant. Alors, proposition numéro 1. Donc on suppose, comme je viens de le dire, que l'ensemble image est inclus dans Z. C'est ça que j'appelle un compteur entier. Et on a donc cette petite formule. Alors, cette petite formule, la probabilité que x vaille k, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à k, moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à k moins 1. Alors, elle peut se retenir de manière intuitive, mais on va la démontrer de manière théorique. Alors, de manière intuitive, réaliser x égale k, ça veut dire réaliser x valant k au maximum, mais ne pas réaliser x inférieur ou égal à k-1. Vous voyez tous comment ça marche? X vaut k, ça signifie qu'il est inférieur à k, ou égal, mais pas inférieur ou égal à k-1. Si tu enlèves les gens inférieurs ou égaux à k-1 des gens inférieurs ou égaux à k, il te reste que les gens égaux à k. Donc en fait, voilà pourquoi il y a un moins. Alors le problème, c'est qu'il faut faire bien attention, il faut bien dire que l'événement qui est ici, la x inférieur ou égal à k-1, il faut bien spécifier qu'il est inclus dans x inférieur ou égal à k. Je vais encore faire des petits dessins pour qu'on comprenne bien. Vous avez ici deux événements inclus l'un dans l'autre. Vous avez à l'intérieur x inférieur ou égal à k-1. Vous avez en tout ici x inférieur ou égal à k. Et vous avez dans la couronne x égale k. Je pense que vous êtes tous d'accord.
si mon ensemble global, c'est x inférieur ou égal à k, à l'intérieur, j'ai x inférieur ou égal à k moins 1, et dans la couronne, dans tout ce qu'il y a autour, là, ici, j'ai x égale k. Eh bien, si ensemblistement, vous êtes d'accord avec ça, eh bien, vous allez faire la preuve probabiliste, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va écrire comme relation ensembliste sur ces trois ensembles pour pouvoir démontrer la relation? Proposition. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'on a comme relation évidente sur ces trois ensembles? Donc, pour démontrer la proposition numéro 1, à savoir que la probabilité que x by k, c'est la différence des deux probas. Je propose de passer par une réunion. Donc, on est absolument d'accord que la réunion de x inférieur ou égal à k moins 1 et de x égale k, c'est l'ensemble x inférieur ou égal à k. Puisque pour être inférieur ou égal à k, il faut être ou inférieur ou égal à k moins 1 ou valeur k. Donc, c'est évident. Maintenant, on compose par les probas. Parce que vous savez que pour toute démonstration de proba, c'est toujours pareil. D'abord, on écrit l'égalité avec les ensembles, et ensuite, on compose par P de partout. Donc, ça donne que la probabilité de la gauche est égale à la probabilité de la réunion. Mais ces deux événements sont bien sûr incompatibles. Donc, la proba de x inférieur ou égal à k, c'est la somme des deux probas. C'est QFD, et c'est terminé. Voilà une preuve en deux lignes qui me paraît quand même forte. Sachant qu'évidemment, il faut bien comprendre que ça, on ne le démontre pas. On n'a pas besoin de faire des raisonnements par l'absurde, des raisonnements par double inclusion. On n'a pas besoin, c'est évident en fait. Il faut juste que vous pensiez en termes de compteur. Et attention, x est un compteur entier. C'est ça qui est vraiment important. Hein. Entre k et k-1, il ne peut pas prendre de valeur. Sinon, ce que j'écris n'a aucun sens. Deuxième démonstration, vous ne l'écrivez pas, c'est celle qui correspond plus à l'intuition, mais qui est plus embêtante à rédiger. Celle qui consiste à dire je dis que l'un est inclus dans l'autre, ce qu'on avait dit à l'oral un peu, mais je trouve que c'est moins beau comme démonstration. L'un est inclus dans l'autre, l'un est égal à l'autre privé de l'un, et donc dans ce cas-là, effectivement, il est vrai, c'est une formule des probas qui est connue, P de A privé de B, c'est P de A moins P de B, mais si B est inclus dans A. Voilà. Donc c'est plus proche de ce qu'on voit, mais c'est peut-être plus embêtant à rédiger. Je trouve que c'est mieux ça. OK? Alors, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça vient faire ici? Bon, ça dit simplement que donc la probabilité que x vaille k, c'est la soustraction des fonctions de répartition fx en k moins fx en k moins 1. Autrement dit, si vous connaissez la fonction de répartition, alors vous connaissez la loi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a des situations, certains exemples qu'on va voir tout de suite, où il est plus facile de trouver la fonction de répartition que de trouver la loi. Donc on trouve d'abord la fonction de répartition, et puis ensuite on déduit la loi. D'un point de vue purement théorique aussi, ça vous montre que en fait, la donnée d'une fonction de répartition donne la donnée d'une loi de variable aléatoire discrète, à valeur entière, hein, évidemment. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet bien de définir autrement les lois. Alors on y va. Exemple numéro 3. C'est le même exemple que précédemment, mais vous allez voir, il y a une petite différence qui va tout changer. On reprend exactement la même urne que tout à l'heure, rappelez-vous, hein, celle-là, avec grand N boule, etc. On tire toujours petite N boule, mais cette fois, attention, mettez-le bien en gras, ça change tout, successivement avec remise. Ce n'est plus simultané, mais successivement avec remise. Ça va permettre de répondre à une question qui a été posée tout à l'heure sur monsieur, où est-ce qu'il y a des puissances qui apparaissent dans les dénombrements. Eh bien, c'est ce qui va se passer ici. Alors, on va s'occuper de la loi de la variable aléatoire ym qui retourne le plus grand des numéros des boules tirées. C'est comme xm, mais cette fois avec des tirages successifs et avec remise. Voilà. Donc, l'univers des issues, on va le modéliser bien sûr cette fois comme l'ensemble des n-uplets constitués des boules de l'urne, donc on a ce cardinal-là. Et maintenant, on réfléchit. Si on veut dénombrer le cardinal de ym égale k, eh bien, on va être un petit peu embêté. Pourquoi? Parce que dire que le maximum vaut k, ici, ça pose une grosse difficulté.
Parce que dire que le maximum vaut K, comme on remet les boules, ça veut dire qu'on pourrait piocher plusieurs fois le maximum. Donc tout le problème, c'est qu'il va falloir partitionner notre événement YM égale K en sous-morceaux, disant, premier cas, je considère toutes mes issues qui contiennent le maximum K une fois. Union. L'ensemble de toutes mes issues qui contiennent le maximum deux fois. Union. Donc vous devez faire varier votre J en prenant l'union de tous les ensembles d'issues qui ont J fois le maximum. Et vous ne savez pas combien vous J. J peut bouger entre 0 et petit n. Parce que quand vous tirez petit n boule, il se pourrait que vous piochiez petit n fois le maximum. Vous comprenez? Donc ça commence à devenir compliqué. Alors on va le faire tout à l'heure, on va montrer comment on dénombre comme ça. Mais c'est là, lorsque vous commencez à. Quand il y a des histoires de maximum et de minimum, c'est là qu'il faut se dire, ah, mais attends, peut-être que la fonction de répartition, ça va être facile. Et bien effectivement, c'est beaucoup plus simple. Parce que, est-ce que quelqu'un pourrait me décrire en français ce que ça veut dire que Y grand M est inférieur ou égal à K? Dire que donc le maximum est inférieur ou égal à K, ça équivaut à dire que tous les numéros piochés sont inférieurs ou égaux à K. C'est beaucoup plus simple à décrire finalement. Ça paraît peut-être pas. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Dire que le maximum est inférieur ou égal à K, ça veut dire que mes numéros, ils ont tous été inférieurs ou égaux à K. C'est tout ce que ça veut dire. Je ne dis pas que K est atteint. Hein. Il se peut que tous les numéros vaillent 1, vaillent 2, vaillent 1, 2, 3, etc. Tant qu'ils sont tous choisis avec un numéro inférieur ou égal à K, alors le maximum sera inférieur ou égal à K. Donc l'événement YM plus petit inférieur ou égal à K est beaucoup plus facile à décrire que YM égale K. Donc sa proba va être beaucoup plus facile à trouver. Allez-y. Trouvez la loi d'abord de Y grand M, c'est très simple, et ensuite en déduire la probabilité que Y grand M est inférieur ou égal à K. Donc voici la réponse à l'exercice. Donc le cardinal de l'univers, c'est grand N puissance petit n, puisque on peut le modéliser comme un ancien de petit n, de n-uplé, petit n-uplé, constitué des numéros de l'urne. Le plus petit des maximums, c'est 1, ça correspond au jeu 1, 1, 1, 1, 1. Le plus grand des maximums, c'est grand N, ça correspond au jeu N, 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 ou d'autres jeux d'ailleurs, il n'y a pas que celui-là qui réalise YM égale grand N. Ensuite, pour piocher, pour que tous les numéros soient inférieurs ou égaux à K, ben, on est dans cette configuration. On pioche les petits K numéros, les petits N, pardon, boules, parmi les petits K. J'ai mis un parmi entre guillemets, parce qu'attention, le mot parmi a plusieurs acceptions en français. Ça peut être un parmi combinaison, un parmi arrangement ou un parmi avec remise. Donc attention, ici c'est un parmi avec remise. Donc ce n'est pas un coefficient binomial, c'est petit k puissance n. Vous venez de trouver la probabilité que ym soit inférieur ou égal à k, et donc vous avez le droit d'appliquer tout de suite la formule du cours, vous n'avez pas besoin de la redémontrer. Alors hormis si on vous demande de la redémontrer, sinon vous pouvez la réappliquer, donc vous devez la retenir en fait. Et vous devez la retenir d'un point de vue, je pense, intuitif, pas forcément la démo qu'il faut retenir. Peut-être faut démontrer, faut retenir peut-être la deuxième preuve qui correspondait en fait à l'histoire de je prends le grand et je l'enlève le petit. Voilà, comme vous venez de trouver la probabilité que ym soit inférieur ou égal à k, eh bien vous appliquez la formule d'avant et vous en déduisez que la probabilité de ym égale k, c'est la différence entre les deux précédentes. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les deux? Celui-là on l'a trouvé et celui-là, évidemment, c'est le même que celui d'avant en remplaçant k par k-1. Alors, la seule question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe pour les cas extrêmes? Parce qu'effectivement, quand k vaut 1 ou vaut 1, ici, vous avez un k-1 qui vaut 0. Eh bien, ça tombe bien, parce que ça fait 0 aussi. Quand k vaut 1, ça fait 0. Donc, très souvent, la formule des fonctions de répartition, elle marche même sur les bords. Si vous avez un petit doute, regardez les cas extrêmes pour voir s'il n'y a pas un problème, si vous ne retrouveriez pas par hasard avec ici un nombre non défini dans les dénombrements que vous ayez trouvés. Mais en général, la probabilité que ym soit inférieur ou égal à, par exemple, moins 12, elle est nulle. Donc, si vous avez fait un bon dénombrement, normalement, ça doit apparaître dans la formule. Voilà comment est-ce qu'on obtient très facilement la loi de y grand M. D'accord? Alors, pour ceux qui voudraient s'amuser, je vous montre, si jamais vous ne pensiez pas à passer par la fonction de répartition, où est-ce que ça vous aurait mené? Comme j'ai dit tout à l'heure, donc ce qu'il faut faire, c'est partitionner notre événement ym égale k en plusieurs sous-événements. Ces événements, c'est quoi?
Je suppose que mon maximum c'est K, mais je ne sais pas combien de fois je l'ai pioché. J'appelle AKJ l'événement avoir pioché J fois le numéro K, et les autres numéros, je veux qu'ils soient tous inférieurs ou égaux à K-1. Ça signifie que le maximum vaut K, et que ce maximum, je l'ai pioché J fois. Et bien maintenant, c'est du dénombrement un petit peu embêtant, parce que pour trouver le cardinal de cet événement, on va devoir dénombrer le nombre de possibilités de piocher J fois le numéro K. Donc comme ce sont des n uplets, il va falloir bloquer J places parmi n, c'est J places parmi petit n, c'est les places où il y a le petit K qui va apparaître. Maintenant que j'ai noirci mes cases dans lesquelles je veux mettre le numéro maximal, petit K, les J cases. Maintenant, j'ai un choix pour les remplir. Pourquoi j'ai un choix? Parce que j'ai qu'une seule boule K dans l'urne. Donc ça fait J parmi n, ça, c'est le choix de la place des maximums, petit k. Fois 1, je ne l'ai pas écrit, c'est le choix des numéros qu'on met dans les cases maximales. Puis après, il faut choisir toutes les autres cases. Alors dans les autres cases, je peux choisir K-1 numéro, K-1 numéro, et ça, J-n fois. Donc ça fait un n-uplet qu'on peut dénombrer, dont on peut dénombrer le nombre par cette valeur-là. Et puis on divise par le cardinal de l'univers. Et maintenant, il faut dire que ym égale k, c'est la réunion de tous les akj pour j allant de 1 à n. Donc il faut faire la somme de tous ces machins-là. Et là, il y a un gros travail avec le binôme de Newton et des choses comme ça qui nous permettent d'obtenir le même résultat, mais en un temps beaucoup plus long. Moralité, c'est une bonne technique dans certaines situations que de passer par la fonction de répartition. Pensez, on n'en parle pas maintenant, on en parlera la semaine prochaine, mais je l'écris tout de suite parce que c'est quelque chose qu'il va falloir que vous ayez en tête. Si vous n'aimez pas les dénombrements, youpi, le cours de prépa va faire un peu comme le cours de terminale, à savoir que vous allez avoir quelques petites lois magiques qui vont nous permettre de gagner du temps. On va essayer d'introduire, donc la semaine prochaine, on va le faire, on va introduire la semaine prochaine les lois usuelles qui apparaissent tellement souvent dans les exos qu'on va éviter de se retaper à chaque fois le dénombrement. Donc en fait, le dénombrement, il sera dans le cours, et on pourra apprendre par cœur les lois, qui seront les lois binomiales, les lois uniformes. Alors les lois hypergéométriques, elle est hors programme, mais surtout l'année prochaine, vous verrez des nouvelles lois, des lois dans un univers infini. Et youpi, effectivement, comme disent certains d'entre vous, on n'aura plus de dénombrement à faire. Donc grand C, vous pouvez mettre un gros cœur à côté si vous aimez apprendre les choses par cœur. Mais il n'empêche quand même qu'en terminale, on vous introduit les lois binomiales. C'est gentil, c'est super. Sauf qu'en fait, alors là, c'est vraiment un machin. Parce que la loi binomiale est super utile, mais en fait, si tu ne sais pas expliquer d'où vient la formule, tu ne peux pas la dépasser. Or, la loi binomiale, vous allez voir qu'elle est très rapidement dépassée. En général, c'est une approximation des autres lois qui nous mène à la loi binomiale. Et la loi binomiale est rarement respectée, en fait, véritablement. Voilà, pendant la dernière demi-heure, je propose qu'on parle d'espérance et de variance, au moins d'espérance. Donc, grand 2, espérance d'une variable aléatoire. Donc, dans tout le grand 2, je reprends exactement les mêmes notations. Bon, peut-être ce n'est pas la peine de le réécrire, ça on l'a déjà écrit. Ici, donc, on a une variable aléatoire, toujours pareil sur l'univers probabilisé. Simplement, peut-être à noter que ça, je ne l'ai pas écrit peut-être tout à l'heure. Ça, donc, c'est les notations que je vais utiliser pendant toute la suite. Je vais écrire que l'univers image, il s'écrit x1, x2, ... xn. Donc, je suppose qu'il y a n valeurs possibles à ma variable aléatoire. Alors, comme je l'ai dit en préambule, pour déterminer l'espérance d'une variable aléatoire, la meilleure façon de le faire, c'est de passer par la définition. Alors ça, normalement, vous la connaissez déjà d'avant. Donc, je vous la rappelle, peut-être qu'on peut la réécrire, au moins vous l'avez dans votre cours manuscrit. L'espérance, entre parenthèses mathématiques, on dit parfois, ou espérance tout court. Donc, définition 1, on appelle espérance de grand X, parfois moyenne, on dit, parfois en un seul mot. Le réel, ici, qui est donc la moyenne des valeurs de P, de grand X, pardon, lorsque XI évolue dans l'univers image. Vous verrez dans certains bouquins des définitions plus abstraites, je vous l'écris pour vous montrer. C'est exactement la même définition. Vous verrez parfois des choses comme ça.
L'espérance, c'est la somme des petits x fois p de grand X égale petit x pour x évoluant dans l'univers image. En proba continue, je signale qu'une espérance n'est pas une somme discrète, c'est une intégrale. C'est pour ça qu'en fait, très rapidement, les probas deviennent des problèmes d'analyse. Vous allez voir qu'au concours, vous avez en général une petite question pour reconnaître une loi ou pour faire un petit dénombrement, mais dès que le dénombrement il est terminé, c'est fini en fait. On ne fait plus que de l'analyse. En fait, les sujets de proba, souvent, c'est des sujets d'analyse. Parce qu'après, il y a des calculs de somme, des calculs de série, enfin voilà. Donc là, on va revenir à faire des choses beaucoup plus analytiques à partir de maintenant. Alors, on y va, on se donne quelques petits exemples. On revient à l'exemple 1. Donc, on reprend l'exemple avec nos tirages de pièces équilibrées. Donc, je rappelle qu'on tirait n fois successivement des pièces une pièce équilibrée à pile ou face. Ou ça peut être aussi vu comme n tirages simultanés des pièces à pile ou face équilibrées. Vous allez voir, c'est le même dénombrement. Et on s'intéresse au nombre de faces. Je rappelle qu'on avait déterminé la loi tout à l'heure. Vous l'avez ici. Donc, c'est parti. On veut trouver l'espérance de grand X. On vous demande de trouver l'espérance. Alors, je commence par un cas simple, parce qu'en général, ça vous permet de bien vous retomber sur vos pattes. Parce qu'en terminale, vous faites des espérances. Donc, on va commencer avec une petite valeur. Je tire ma pièce 3 fois. Si je tire ma pièce 3 fois, je remplace donc n par 3 dans mes formules. Et j'obtiens une loi que les PTSI 1, on a découvert, on a trouvé mercredi. Rappelez-vous, c'était jeudi, hier. Dans l'exercice sur on tirait d'abord une pièce 3 fois. Et puis après, une fois qu'on avait rempli l'urne avec des pièces blanches ou noires, alors on tirait aléatoirement une boule de l'urne. Les PTSI 2, on a fait ça en mois d'avril. C'était un exercice qu'on avait fait ensemble. Et on avait d'abord commencé par essayer de trouver par un arbre quelle était la loi du nombre de faces dans l'urne. Et bien ici, ce 1 huitième, 3 huitièmes, 3 huitièmes, 1 huitième qu'on avait trouvé avec un arbre à l'époque, eh bien on peut le retrouver ici de manière générale par un dénombrement. Remplacer n par 3 et vérifier que ça marche. Évidemment, ça va faire k parmi 3 sur 2 puissance 3. Donc k parmi 3 sur 8, on obtient bien pour k égale 0, 1 huitième, pour k égale 1, 3 huitièmes, pour k égale 2, 3 huitièmes, pour k égale 3, 1 huitième. Donc vous avez ici un tableau de loi. Donc on a résumé la loi dans un petit tableau. Je ne l'ai pas fait avant parce que je ne vais pas vous donner cette habitude. Ne croyez pas qu'une loi, ça se met toujours dans un tableau. Ça marche uniquement si le nombre d'issues est petit. Si le nombre d'issues est grand, une loi, ça se donne comme ça. Ça se donne avec la formule générale. Ne faites pas des cas particuliers, vous allez perdre un temps fou sinon. Imaginez le gars qui dit « Bon alors, je vais d'abord commencer pour k égale 0, puis après je verrai. » Ça ne sert à rien. Faites le cas général. Bon, donc c'est facile. Hein. Donc vous vous rappelez comment on faisait en terminale? On se rappelle de la définition. Je pense que là, vous n'avez même pas besoin, pour l'espérance, pour des cas aussi simples, vous n'avez même pas besoin de mettre la formule littérale. Vous mettez la formule littérale uniquement si c'est compliqué. Et là, immédiatement, vous donnez le résultat. On fait donc la moyenne de ce tableau. 0 fois 1 huitième, plus 1 fois 3 huitièmes, plus 2 fois 3 huitièmes, plus 3 fois 1 huitième. OK. Et on obtient une espérance de 3,5 pour la variable aléatoire grand X. Alors maintenant, on dépasse les connaissances de terminale. On prend n quelconque. Donc, quand on prend n quelconque, on y va. On est obligé, par contre, de prendre la définition générale. Vous n'avez pas le choix. Définition générale, donc on fait la moyenne de ce tableau, hein, conceptuellement. Si vous voulez avoir le tableau dans la tête, vous avez le droit, hein, ça ne me dérange pas. Vous avez en première ligne 0, 1, 2, 3, point, point, point jusqu'à n. Et en deuxième ligne dessous, vous avez les probabilités associées. Donc on y va. La formule générale, la voilà. Je pense que le jour d'un écrit, il faut rappeler la formule littérale. Ici, je ne le fais pas parce que je ne vais pas le recopier. Mais il faut rappeler la formule littérale parce qu'au moins, si vous êtes trompé dans la loi, vous avez quand même les points de la définition. Alors que si vous mettez directement ça et que vous avez fait faux dans le dénombrement, vous avez tout faux. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on calcule cette somme? Alors, est-ce que quelqu'un se souvient comment est-ce qu'on avait fait dans la planche du proba pour calculer ce genre de somme?
Donc, pour calculer cette somme, je rappelle qu'une des techniques extrêmement classiques que vous aurez à refaire pour la semaine prochaine dans l'exercice numéro 1. Dans l'exo 1, il y a un exo de ce type-là. Et je vais bien voir si vous avez suivi ce qu'on a raconté aujourd'hui. Pour faire tomber ce cas ici dans la somme, on peut penser à introduire cette somme et à la dériver. Effectivement, cette somme, d'après le binôme de Newton, il y a une petite parenthèse entre là, hein, c'est x plus 1 puissance n. Et quand on dérive donc cette somme-ci, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit sigma de k égale 0 à n, de k parmi n, fois k, x puissance k moins 1. Alors, en toute rigueur, le k, maintenant, il part de 1. Mais en fait, ça ne pose pas de problème éventuellement de laisser k égale 0, parce qu'on peut admettre hein, que compte tenu que pour k égale 0, de toute façon, le terme est nul, même si je suis d'accord que quand vous écrivez sigma de k égale 0 à n de k parmi n multiplié par k x puissance k moins 1, on est en droit de dire, oui, mais je ne comprends pas, là, monsieur, vous dérivez, mais quand k vaut 0 ici, quand x vaut 0, pardon, vous avez 1 sur x. Donc on dirait que la fonction est plus dérivable. Oui, d'accord, mais comme ici, quand k vaut 0, ce terme se simplifie, a priori, il faudrait mettre k égale 1 ici. Il faudrait mettre k égale 1 en toute rigueur. Mais si vous mettez k égale 0 en proba, je pense que personne ne vous embêtera. Donc ce qui se passe, c'est que ça, c'est P'. P est bien sûr dérivable. Donc on dérive P de deux manières différentes. D'abord, on la dérive avec la fonction somme. Et puis à côté, on dérive avec la fonction x plus 1 puissance n. Et la dérivée de x plus 1 puissance n, c'est n x plus 1 puissance n moins 1. Et n étant supérieur ou égal à 0, il n'y a pas de problème. Supérieur ou égal à 1, pardon. Voilà. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Il n'y a plus qu'à remplacer x par 1. Si on remplace x par 1, eh bien on obtient exactement ce qu'on veut. Parce que quand x vaut 1, ici, vous allez retrouver avec somme de k égale 1 à n de k parmi n fois k fois 1. Ça y est, c'est gagné. D'accord pour tout le monde? Et le k égale 0, le k égale 1, vous pouvez le remettre en k égale 0. Maintenant, parce qu'il n'y a plus de scrupules à avoir, le terme ici sous la somme pour k égale 0, il est nul. Donc c'est pour ça que j'ai écrit dans le cours, ici, que l'espérance de x, c'est 1 sur 2 puissance n, ça c'était celui qui était devant, hein, fois P' de 1. Voilà. Vous rencontrerez ça l'année prochaine avec les séries génératrices. Donc c'est une bonne technique de faire ça. Hein. On appelle ça les moments aussi. Les moments d'une variable aléatoire. Voilà, on remplace x par 1, on est d'accord que ça donne n fois 2 puissance n moins 1. Ok? Tout le monde a compris? Donc pour faire ce travail-là, à chaque fois, ce que je vous conseille, c'est d'écrire d'abord cette ligne, puis après, vous la dérivez terme à terme. Vous dérivez à gauche et vous dérivez à droite. Au moins, vous avez directement l'équation et vous n'avez plus qu'à remplacer x par 1. Voilà. Donc, ça donne ici n fois 2 puissance n moins 1 sur 2 puissance n sur 2. On vient de trouver que l'espérance de x, c'est n sur 2. Donc, en fait, on s'y attendait. Hein. Quand on tire n fois une pièce à pile ou face, en moyenne, on aura n sur 2 pile. C'est logique. Mais en moyenne sur un très grand nombre de répétitions statistiques. OK? Alors l'exemple numéro 5, je ne le fais pas avec vous parce que c'est un très gros calcul. Par contre, je le mets en exercice étoilé pour ceux qui seraient intéressés. Donc c'est quand même c'est intéressant. Si vous avez du temps, vous pouvez le chercher. Et vous avez quand même 12 exercices dans la planche, donc il y aura du boulot. Hein. Et si vous avez du temps, ou si vous voulez qu'on en parle à la fin de l'année, n'hésitez pas. Donc on pourrait faire le même boulot avec la x grand M, la variable aléatoire qu'on avait trouvée dans l'exemple numéro 2. Et bien, vous pourrez vous amuser, essayer de trouver cette espérance. C'est du travail. À réfléchir, ce sont des calculs de somme. Donc là, ça n'a plus rien à voir avec les probas. Hein. C'est plus des probas, c'est de l'analyse pure. Ok. Donc l'exercice 1 sera vraiment en lien avec tout ça. Donc là, c'est on peut commencer à faire des exos. Alors, ensuite, il y a toute une batterie d'exercices où en fait, on veut vous faire calculer une espérance, non pas par cette formule-là qui est quand même un petit peu fastidieuse, on est d'accord, hein, il faut faire des calculs de somme, donc ça va être un peu long, mais en utilisant les propriétés algébriques de l'espérance. Donc, technique numéro 1 pour calculer l'espérance, c'était par la définition, c'est A1. A2. A2, pour calculer une espérance, on peut utiliser la linéarité.
Donc certains d'entre vous, je vous avais promis qu'on parlerait de linéarité toute l'année, je ne vous ai pas menti. Je crois qu'il y a des gens qui ont fait un compteur statistique, une variable aléatoire, comptant le nombre de fois où M. Gueux a prononcé le mot linéaire, hein, non? Bon ben voilà, c'est un compteur avec un univers image qui est très très grand. Pas 10 000 fois, mais peut-être pas loin. Linéaire, 4 fois déjà. Voilà. Donc, proposition numéro 2. Bien, la définition de la linéarité d'une espérance ne va pas vous poser problème. C'est la même définition qu'en algèbre linéaire. Si on se donne deux variables aléatoires, donc vous êtes d'accord que là, on est vraiment… Là, rappelez-vous, en début d'année, parfois, vous êtes perturbé quand les profs de physique ils utilisent des fonctions comme des variables. Vous savez, quand vous vous retrouvez avec des X points de partout et que vous êtes perturbé, en fait, il faut bien comprendre que là, on y est à plein dedans. Grand X et grand Y sont des fonctions. Mais on s'en fout complètement que ce soit des fonctions, on peut les voir comme des variables, parce qu'on peut les voir comme des vecteurs, en fait. Grand X et grand Y sont des vecteurs. Voilà. Et pour tout lambda appartient à R, eh bien, on dit que l'espérance de leur combinaison linéaire est égale à la combinaison linéaire de leurs espérances. On fait de l'algèbre linéaire sur les variables aléatoires, vous voyez. Petit corollaire immédiat par récurrence immédiate, eh bien, si on se donne n variables aléatoires, l'espérance de leur somme, c'est la somme de leurs espérances. Donc, mettez bien en valeur ces relations, elles sont fondamentales, parce qu'évidemment, si jamais vous ne savez pas compter, vous ne savez pas dénombrer en proba, ça peut être embêtant pour commencer les sujets. Mais comme la suite du sujet, ce n'est plus qu'une histoire d'algèbre ou d'analyse, bah, je pense que la suite sera à votre niveau. Mais à condition que vous connaissiez ces formules-là. Alors, on y va, on regarde quand est-ce que ça sert ce truc. Eh bien, ça sert dans tous les exemples début du chapitre. Ça sert aussi dans l'exemple numéro 6 pour l'espérance d'une variable constante. Alors non, pardon, l'exemple numéro 6, c'est pas à quoi sert la linéarité, c'est la base des espérances. Je dis exemple, mais c'est en fait des espérances de référence. Donc dans l'exemple numéro 6, exemple de référence. Espérance de référence d'une variable constante. Donc si une variable aléatoire est constante, ça veut dire qu'elle prend tout le temps la même valeur, donc sa valeur moyenne, c'est elle-même. Donc, ne soyez pas surpris de me voir écrire que l'espérance de 1, c'est 1. Ce 1, il faut que vous le compreniez comme une variable qui vaut tout le temps 1. Donc, la variable, l'espérance d'une constante est cette constante. Je vais l'utiliser tout le temps. Ensuite, là par contre, on va appliquer la linéarité, on réfléchit. On vous demande de trouver l'espérance de x moins son espérance. On y va. Donc, ça donne espérance de x moins espérance. D'accord? Donc là, on peut utiliser la linéarité, sans aucun problème. Ça donne donc, par linéarité, espérance de x moins espérance de x. Ouh là 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 là, c'est quoi toutes ces espérances là? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Combien ça vaut? L'espérance de x, ça fait combien? C'est l'espérance de x. Pourquoi c'est l'espérance de x? L'espérance de x. C'est une constante. Voilà. L'espérance de x est une constante. Elle appartient à R. Donc, d'après ce que je viens de dire avant, eh bien, l'espérance de l'espérance, c'est l'espérance. Moralité, ça fait espérance moins espérance, et donc ça fait 0. Autrement dit, x moins grand x et moins espérance de grand x est une variable centrée. Alors moi, je fais souvent ça quand je fais vos moyennes. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Mais quand je fais les moyennes de colle, comme j'ai la flemme d'ajouter toutes les notes et de diviser par le nombre de notes, vous savez comment je fais? Je prends que le dépassement à 10. Parce qu'en général, vous avez des notes au-dessus de 10 ou juste au-dessous. En tout cas, vous êtes par là. Donc, quand vous avez 12, 13, 14, je ne fais pas 12 plus 13 plus 14. Je fais 2 plus 3 plus 4. Je divise par 3. Et après, j'ajoute 10 au résultat. En fait, j'utilise la linéarité de l'espérance tout le temps. Je dis que l'espérance de la variable aléatoire de vos notes, c'est 10 plus l'espérance de vos notes moins 10. Voilà ce que j'écris.
Enfin, j'écris pas, je fais, quoi. D'accord? Donc, en ajoutant 10 à la moyenne de vos notes auxquelles j'ai enlevé 10, eh bien, j'obtiens la moyenne de vos notes. J'utilise la linéarité de l'espérance. OK? Donc, ici, grand X moins E de grand X est une variable centrée. Vous pouvez l'écrire. Hein. Je vous rappelle qu'une variable centrée, c'est une variable qui a une espérance nulle. Donc, puisqu'on a trouvé 0 ici, conclusion, X moins grand X est une variable centrée. On l'a recentrée, en fait. On l'a translatée pour qu'elle devienne de moyenne nulle. C'est comprendre une courbe qui a une intégrale pas nulle. Qu'est-ce que vous faites? Si vous la translatez de son intégrale vers le bas, eh bien, de sa valeur moyenne, pardon, eh bien, vous vous retrouvez avec une intégrale nulle. Bon, ben c'est pareil. Voilà. Deuxième application de la linéarité. On reprend l'exemple numéro 1. Rappelez-vous. Rappelez-vous, on avait dit qu'on introduisait la variable n-x. C'était le nombre de faces. Eh bien, si je vous demande de trouver l'espérance de n-x et que vous n'avez pas trouvé la loi de n-x, c'est pas grave. Vous pouvez trouver à partir de maintenant des espérances sans avoir les lois. Alors ça, c'est assez génial, parce qu'il y a des situations où les lois sont difficiles à trouver, mais les espérances faciles. Regardez. Ici, la loi était facile, mais l'espérance aussi, puisque par linéarité, on obtient n moins espérance de x. Alors l'espérance de x, je ne l'ai pas calculée, si on l'a calculé tout à l'heure, c'était n sur 2. Donc on trouve n moins n sur 2, et on retrouve bien sûr n sur 2. Ouf! Je vous rappelle qu'elles suivaient les mêmes lois. Hein. Donc heureusement qu'elles ont même espérance. Plus simple, l'espérance de G1. Plus simple encore. Rappelez-vous que G1, c'était le gain de 2 fois x moins 10 euros. Imaginez que vous n'ayez pas envie de trouver l'espérance, la loi de G1, vous vous intéressiez qu'à son espérance. Ben voilà. Par linéarité d'espérance, ça fait 2 fois l'espérance de x moins 10. L'espérance de x, eh bien, on l'a trouvé, c'était n sur 2. Donc ça fait 2 fois n sur 2 moins 10. Ça fait n moins 10. Résultat, n moins 10. Vous avez une espérance de n moins 10 de gagner. Donc ça veut dire que si vous tirez plus de 10 fois la pièce, vous êtes gagnant. Si vous tirez moins de 10 fois la pièce, vous êtes perdant. D'accord? Perdant à long terme. Alors, prenons le dernier gain qu'on avait travaillé, sur lequel on avait travaillé. L'espérance de G2, c'était l'espérance de x carré moins 4x. J'applique encore la linéarité et j'obtiens espérance de x carré moins 4 espérance de x. Alors, maintenant, on réfléchit. Parce que le problème, c'est que l'espérance de grand X, c'est bon, on la connaît, c'est n sur 2, ça on sait faire. Mais l'espérance de x carré, aïe aïe aïe. Puisque ici, on ne peut plus utiliser la linéarité. Il est totalement faux, évidemment, de dire que l'espérance de x2, c'est l'espérance de x, le tout 2. Ça correspondrait à dire que le carré d'une somme, c'est la somme des carrés. Vous avez mal, hein? Vous avez mal quand vous entendez ça, comme moi. Eh bien, si vous n'avez pas mal, il faut que vous fassiez mal, là. La somme des carrés, c'est le carré de la somme. Horrible. Donc, comme on est coincé, eh bien, on n'a pas le choix, on est obligé de repasser par la définition. Mais le problème de la définition, je m'arrêterai là, c'est que dans la définition, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre la loi de x carré. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre la loi de x. Et la loi de x carré, c'est quoi? Ben, c'est de prendre tous les carrés. La loi de x carré, c'est quoi? C'est de dire combien peut valoir le nombre. Le nombre, il peut valoir. Le k peut valoir 0, jusqu'à n. Donc k carré, il peut valoir 0, 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, etc. etc., etc. Et puis ensuite, la probabilité de, que x carré va k, ben ça c'est facile. Par contre, on l'a calculé tout à l'heure, on peut la trouver. Donc la loi de x carré ressemble à ça. Donc en fait, il faut qu'on se tape la somme des... En gros, il faut simplement qu'on se tape la somme des p de x carré égale k multiplié par k carré pour k allant de 0 jusqu'à n. Voilà ce que c'est que l'espérance de x carré. Mais en fait, où vous êtes embêté, vous allez être embêté, c'est là.
c'est qu'en fait, on a l'impression qu'il faut absolument qu'on trouve la loi de x carré. Alors, le problème, c'est que c'est un peu long, parfois. Alors, surtout ici, c'est un peu long parce que rappelez-vous que, non pas là, c'est pas long parce qu'en fait, x carré, lui, il est bijectif. En fait, la probabilité que x carré vaille k, c'est pareil que la probabilité que x vaille k. Et d'ailleurs, je me trompe, ici, c'est k carré, hein, excusez-moi, k carré. Errare. Voilà. Et la probabilité que x carré vaille k carré, c'est pareil que la probabilité que x vaille k. Mais attention, dans le cas général, ce n'est pas vrai. La probabilité que x carré vaille k carré, c'est la probabilité que x vaille plus ou moins k. Donc, il y a des configurations où pour trouver ce nombre-là, c'est très embêtant. Eh bien, on aura une formule sur laquelle on va travailler lundi prochain, qui s'appelle la formule de transfert, et qui permet de trouver l'espérance de x carré plus simplement que par ce que je viens de vous montrer. Enfin, on fera des petits exemples lundi prochain. OK ? Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui pour le cours de proba et je vous donne tout de suite les exercices qu'il y a à faire.